Bon, d'abord, je voudrais que vous parliez un petit peu de l'histoire de Jean-Baptiste Audy, de tout ça, et quels sont les changements qu'il y a du vin qui ton grand-père, arrière-grand-père, faisait, ça fait 100 ans, et les vins aujourd'hui, quels sont les changements qu'il y a? Audy, effectivement, c'est une compagnie qui a été créée par mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste Audy. Lui-même était déjà issu d'une famille qui s'occupait de vin, donc ça fait plus de 100 ans que la société existe en tant que telle. Et d'un côté, on a des vins de la famille que l'on fait, et puis de l'autre côté, beaucoup de vins de Bordeaux que l'on aide techniquement et que l'on aide à faire les vins. Alors c'est évident qu'en 100 ans, il y a eu énormément de changements techniques. J'ai encore des photos de la société où on avait les barriques dans les chais et on envoyait les barriques en Angleterre ou en Belgique par barrique. Maintenant on ne le fait plus parce que techniquement c'est beaucoup plus prudent de les envoyer dans des vins en bouteille déjà. Et donc les barriques elles sont vraiment dans nos bodegas et elles ne bougent pas de là et on les travaille. Et puis depuis on a fait je crois beaucoup de progrès sur la maturité des raisins. La protection des raisins en eux-mêmes, la protection, enfin on travaille de plus en plus en bio, donc on utilise peu de produits mais on arrive à avoir des produits, des vins, enfin des raisins qui sont à bonne maturité en général. Et ça nous permet après d'avoir des techniques différentes en termes de vinification. Donc plus ça va, moins on utilise de produits, on a des meilleures, je crois, maturité et des extractions sans doute un peu plus fortes, ce qui fait qu'au global, les vins ont sans doute un peu moins d'acidité que par le passé, des structures tanniques un peu plus fortes et des très bonnes maturités, ce qui nous donne des fruits assez présents. Je crois que c'est globalement les principales évolutions qu'il y a eu ces dernières années. Et ça passe par plein de petits gestes techniques. Il y a eu l'arrivée de la thermorégulation, une façon de mieux comprendre comment fonctionne la vigne. Tous les ans, on a des petits apports et on essaye de faire des ajustements. En France, il y a plusieurs producteurs bio, non? Ouais. C'est comme Fièvre bio, comme un Chili aussi, c'est la même chose. Mais à Bordeaux, c'est très difficile de faire un vin bio, non? Pour le climat et tout ça. À Bordeaux, c'est encore assez difficile parce qu'on a quand même un climat assez pluvieux. Et la pluie, on le sait, est un facteur favorisant de certaines maladies. Donc être bio à Bordeaux, ça demande sans doute plus de travail que dans d'autres régions. Mais c'est pas du tout impossible. Il y a des gens qui le réalisent très bien. Et petit à petit, sans être bio ou sans se revendiquer bio, sans le mettre sur l'étiquette, il y a de plus en plus de gens qui intègrent cette idée-là dans leur façon de travailler tout au long de l'année dans la vigne. Chez nous, par exemple, il n'y a aucun désherbage chimique, tout est fait mécaniquement. C'est de plus en plus de choses comme ça. Les traitements, quand on en a, ils sont raisonnés, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout obligatoire et régulier. C'est vraiment quand il y en a besoin. On en fait de moins en moins. Et de plus en plus, on évolue. Et tous les vignerons, sans être bio, de plus en plus évoluent vers des techniques qui sont de plus en plus douces pour l'environnement. Je crois que l'avenir chez nous à Bordeaux et dans le monde, il n'est peut-être pas forcément par le fait de ne plus traiter du tout, mais il est sans doute sur le fait de mettre la pression sur les sociétés qui nous vendent les produits pour qu'ils fassent des produits qui sont bio et qui en même temps nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions et sanitaires tout en étant sûr d'avoir des rendements. Normalement, les vins de Bordeaux, ils sont vendus aux négociants et les négociants vendent tout le monde. Historiquement à Bordeaux, comme l'histoire de Bordeaux est très ancienne, il faut penser qu'au Moyen-Âge ou ensuite au siècle XVIIe ou XVIIIe siècle, c'était vraiment deux activités différentes. Produire le vin, c'était une chose, mais aller le vendre en Angleterre ou en Hollande, c'était complètement différent. Et de cette histoire est restée l'habitude à Bordeaux d'avoir d'un côté des producteurs et de l'autre les négociants. Les uns produisent et les autres vendent. Audy, c'est un peu particulier parce que ma famille a toujours eu l'habitude de faire les deux. Vous avez vécu toute la vie dans les vignobles, non? Mais il y a du temps que vous avez travaillé dans autre chose, quartier, Oui. vous avez travaillé en Argentine, Uruguay. Absolument. Je suis né à Pomerol en fait. Hein. Mon père dit que quand je me coupe, c'est du vin de Pomerol qui coule de mes veines. Mais toujours j'ai eu en tête de partir à l'étranger et de faire autre chose parce que je voulais avoir une autre expérience avant de revenir, être sûr que c'était un choix personnel et pas une fatalité familiale.
et puis revenir avec l'équipe avec une autre expérience pour leur amener quelque chose et que l'équipe aussi ait le sentiment que je ne faisais pas le vin parce que je ne pouvais pas faire autre chose, mais qu'ils sachent que j'avais décidé parce que c'était ma passion. Je suis parti travailler pour le groupe Richemont et la marque Cartier pendant 7 ans, d'abord en Argentine et en Uruguay, et ensuite en France et en Suisse. Et puis, plus ça allait, plus j'avais envie de revenir dans le vin, et au bout de 7 ans, j'ai dit bon, je reviens travailler pour la famille. Ça correspondait au moment où mon père avait envie d'arrêter. Pendant 2 ans, on a travaillé ensemble. Et maintenant, je suis revenu donc m'occuper et prendre la responsabilité et des vignobles et de la société de négoce. Et quel est Bordeaux Oxygène? Alors Bordeaux Oxygène, c'est un groupe, maintenant on est 20 propriétaires entre 25 et 35 ans qui avons le même objectif de qualité. On travaille ensemble, on parle beaucoup techniquement, mais l'idée c'est aussi de faire une promotion différente et de s'adresser à un public peut-être un peu plus jeune et dire aux jeunes vous n'avez pas besoin de tout connaître de Bordeaux ou des vins pour apprécier, goûter et puis déguster. Et ensuite, vous pouvez poser des questions, mais n'ayez pas peur de Bordeaux. C'est surtout ça qu'on veut leur dire. Ce n'est pas forcément une dégustation guindée. On peut s'amuser avec Bordeaux, on peut le goûter à l'apéritif. Il n'y a pas d'occasion spécifique, ce n'est pas le vin de mariage. C'est un vin aussi pour tous les jours. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est ça l'idée. Vous connaissez Michel Rolland? C'est l'œnologue de Bonalgue depuis toujours, puisqu'il est de Pomerol. Et je crois qu'une des premières propriétés qu'il ait vinifiées, indépendamment de ses propriétés à lui, c'était Bonalgue à Pomerol. La Merlot, c'est la variété principale. Après, Michel Rolland qui a dit, parce qu'il travaille pour un grand producteur brésilien, et vous avez déjà goûté quelques vins brésiliens? Je connais Rio Sol, Parallelo 8 et Villa Francioni. J'aime beaucoup Villa Francioni. Et la famille Freitas était venue me rendre visite à Bonalgue il y a peut-être 6 ou 7 ans. Ils commençaient le projet de Villa Francioni et ils étaient venus à Bonalgue voir comment je travaillais le Merlot à Pomerol. Ah oui, c'est bien. Donc j'ai gardé ce souvenir-là. Bon, j'ai ici un Merlot brésilien, 100% Merlot. Alors c'est à Siega. Il y a une couleur assez profonde, ce qui semblerait dire que c'est un vin plutôt jeune. Oui, c'est 2005. 2005. Il y a un premier nez sans agitation qui est très net, sur un peu les pruneaux, la prune on dit en français. Ah oui, la prune. Il y a un nez assez reconnaissable Du Merlot et surtout de Merlot du Sud. Oui. Il n'a pas d'élevage en barrique. C'est tout en fruits. tant que des acero. Oui, oui, oui. C'est une expression assez différente du Merlot de chez nous. Ah oui? Je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que les gens s'arrêtent trop parfois à dire j'ai goûté un Merlot à tel endroit, j'ai pas aimé donc j'aime pas le Merlot. Et je pense que chaque cépage a une typicité vraiment différente selon le terroir. Qu'on le produise à Pomerol ou en Uruguay ou en Argentine ou au Chili ou aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs, c'est vraiment une expression très différente. Ici je retrouve des tanins qui sont assez suaves, assez doux, liés je pense aux conditions de température. On voit qu'il y a une bonne maturité. Moi le fruit est vraiment très devant. Chez nous l'expression est plus, il y a des structures tanniques moins importantes. On va goûter tout à l'heure sur Rocher Calon par exemple. Oui. Donc on a une impression de moins de puissance chez nous, peut-être un peu plus de longueur. Oui, oui. Alors qu'ici, je compare souvent, ici j'ai l'impression que c'est comme une boule, une rondeur, une dégustation très, très douce. Le vin est un peu en rondeur, avec beaucoup de puissance et puis un peu plus court derrière. Ah oui, alors oui. que chez nous, c'est plus long, c'est plus une droite. Ah oui, Plus oui, qu'un rond, une droite, avec beaucoup de longueur, mais une expression peut-être plus fine. Mais c'est un bon vin. C'est un bon vin, absolument. Très agréable. Et 2005, c'est assez surprenant, je trouve, parce que 5 ans après, c'est encore pas mal de fraîcheur. C'est quoi alors?
Et c'est Lidio Carraro. Lidio Très bon. Carraro. Il y a un aspect de suavité des tanins qu'on retrouve effectivement à Pomerol, je trouve. De tanins très enrobés, pas du tout d'agressivité. Ah oui. Qui est assez intéressant. Ouais. Bon. Merci. Merci.